Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons démarrer ce webinaire. Donc, on est enchanté de passer cette petite heure avec vous. Donc, c'est un webinaire en partenariat avec Climatip, Next Decision et Climatip. Alors, l'équipe. Donc, je suis Delphine Bourdin, je suis consultante RSE et ESG chez Next Decision et je suis en compagnie de Lotte. Bonjour à tous. Alors moi, je suis Lotte Knus, donc responsable du pôle carbone chez Climatip, également consultante qui a accompagné du coup Charlotte Bessette et le groupe Arnal Réseau Ténère sur un bilan carbone. Et Charlotte va témoigner aujourd'hui, donc je te laisse te présenter également. Oui, bonjour à tous. Donc je suis la responsable RSE du groupe Arnal Réseau Ténère. Merci de votre présence. On est sur une petite heure ensemble. On va passer par une petite phase d'introduction, puis on va s'intéresser à la méthode Climatip parce qu'elle vaut le coup de faire un détour dessus. Et ensuite, on bénéficiera donc du retour d'expérience de Charlotte, puis on vous expliquera un peu comment se déroule le projet de manière méthodologique. Et puis, on aura une phase de questions-réponses. Donc, sans plus attendre, l'introduction. Donc, déjà, la Next Decision. Donc, Next Decision, c'est un cabinet de conseil spécialisé en données. On travaille sur la BI, le Big Data, le pilotage RSE-ESG, le pilotage des organisations des systèmes d'information, les MDM, l'élaboration budgétaire, etc., etc. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on travaille sur tout ce qui touche à la donnée, sa gestion, son flux, son pilotage, sa gouvernance et aussi tout ce qui est intelligence artificielle IA, tout ce qui est autour des applications métiers et le volet RSE avec à la fois l'accompagnement métier et les accompagnements, outils et pilotage, puisque c'est notre cœur c'est l'ADN de Next Decision. Next Decision s'est créé en 2010 et on va fêter nos 15 ans cette année. Aujourd'hui, Next Decision, c'est un petit peu plus de 250 consultants répartis sur toute la France, avec un siège à Nantes, une présence assez forte à l'ouest, avec des agences à Rennes, Angers, Bordeaux et Brest, mais aussi des agences à Paris, Lille, Toulouse, Montpellier, Lyon, bref, un peu partout en France. Et cette année, on fait donc un webinaire avec Climatip. On est très heureux d'animer ce webinaire ensemble. Next Decision est partenaire au global de 18 solutions ESG. Donc, vous allez me dire c'est beaucoup et pourquoi on fait ça. On fait ça parce que nous, on a à cœur de proposer à nos clients différentes options et qu'on puisse accompagner le client vers la solution qui lui convient le mieux. Mais on a souhaité mettre en lumière Climatip sur une série de webinaires. Donc, ce webinaire est le premier d'une série de 4 dédiés au carbone. Et pourquoi on fait ce choix-là? Parce qu'on croit il y a beaucoup d'atouts dans cet outil-là et un vrai potentiel. Et on va vous expliquer ça au fil de cette heure et on espère que ce sera très clair à l'issue. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on travaille avec Climatip et plusieurs projets qu'on fait en commun. Et fort de ce retour d'expérience, nous, chez Next Decision, on a fait le choix de basculer l'ensemble de nos données carbone sur les outils Climatip et on y fait notre propre mesure d'empreinte carbone, notre trajectoire de décarbonation et on attaque le volet CSRD, donc reporting extra-financier. On se retrouve beaucoup, nous, à la fois dans la philosophie de l'outil, très pragmatique, qui vise à l'autonomie des clients et au maximum à la simplification des processus, mais aussi par les valeurs portées par Climatip. Merci pour cette super intro. Il y a peut-être eu confusion pour certains, en effet, entre Climatip et Mobitip. Mobitip était anciennement le nom de la société et Climatip le nom de l'outil. Maintenant, ça a été fusionné. Donc, on est bien Climatip aujourd'hui. Donc, Climatip, on a à la base une organisation d'édition de logiciels qui a été créée donc, en 2017. Nous sommes une quinzaine basée à Angers et à Toulouse. Et au-delà d'avoir créé donc, cet outil, comme Delphine l'a bien décrit, qui permet d'industrialiser et qui est aussi le sujet du webinaire aujourd'hui et dont Charlotte va pouvoir vous témoigner, nous avons aussi développé une méthode qui s'appelle la comptabilité carbone analytique qu'on va aussi vous présenter aujourd'hui, qui est vraiment notre deuxième pilier et qui est intrinsèquement en fait lié à l'outil, qui est une méthode qui permet d'être le plus exhaustif possible dans la réalisation du bilan carbone en partant du plan comptable pour la structure du bilan carbone. Cette méthode qui a été créée a aussi été intégrée donc dans la méthode V9 du bilan carbone et a été reconnue par l'ABC, l'Association pour la transition bas carbone portée par l'ADEME, comme un standard d'excellence du bilan carbone. Avec cet outil, cette méthode et le process d'accompagnement qu'on implémente nous, puisqu'on fait aussi un peu de conseil, mais aussi que nos partenaires implémentent, donc comme par exemple Delphine et l'équipe de Next Decision sur ses clients, ça nous permet d'arriver donc à accompagner les clients au maximum sur l'autonomie de la réalisation de leur bilan carbone et du pilotage de leur trajectoire et de leurs engagements.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien la méthode de bilan carbone, on va revenir un peu dessus. Déjà, petit mot introductif, on dit en règle générale, on dit empreinte carbone et pas bilan carbone. Bilan carbone, il faut savoir que c'est une marque déposée ADEME et que c'est d'une terminologie franco-française. Et ça correspond à il y a plusieurs méthodes pour calculer l'empreinte carbone. Il y a la méthode internationale qui s'appelle le GHG protocole. Et il y a une méthode française qui s'appelle donc le bilan carbone. Le bilan carbone est largement répandu en France. Pourquoi? Parce qu'il est subventionné par BPI France et largement poussé par l'ADEME. Sachez que si vous répondez à la CSRD, au reporting extra-financier, il vous sera demandé une mesure d'empreinte carbone au format GHG protocole. Si vous êtes équipé d'un outil, pas de panique, le transfert se fait automatiquement d'un format à l'autre. Les écarts entre les deux méthodes sont assez faibles, c'est une question un tout petit peu pointue, mais malgré tout, il faut faire attention à la manière dont on le fait. Donc, qu'est-ce qu'un bilan carbone? Il s'agit d'un ensemble de méthodes qui permettent de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre qu'une organisation émet du fait de son activité. L'objectif même d'un bilan carbone est de comprendre l'impact d'une organisation sur son écosystème global. Le rôle de l'empreinte carbone, ce n'est pas d'attribuer des responsabilités, mais c'est de comprendre son impact et de voir où est-ce qu'on peut agir. On ne peut pas, parce que souvent c'est une question qui est posée par les clients, on ne peut pas forcément se comparer d'une organisation à l'autre, puisque les périmètres pris dans le cadre de la mesure d'empreinte carbone peuvent varier légèrement. D'autre part, on ne peut pas, ça n'a pas de sens d'additionner des bilans carbone. C'est-à-dire que si on additionne l'ensemble des bilans de carbone des entreprises de France, on n'obtient pas l'empreinte carbone de la France. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'il y a des recouvrements, c'est le scope 3. Les autres choses qui sont importantes à dire, c'est que l'objectif, c'est aussi de sensibiliser les directions et les parties prenantes sur l'impact environnemental et comment agir en réduisant les gaz à émissions de serre. La mécanique de calcul, elle est très simple. C'est un calcul bête comme chou que vous voyez à l'écran où on va multiplier des données brutes qui peuvent être en litres, en tonnes, en unités, en euros par un facteur d'émission qui est ni plus ni moins qu'un coefficient multiplicateur. Et ça nous donne un résultat en équivalent carbone. Le facteur d'émission, c'est un coefficient qui va permettre de convertir des données d'activité, des kilomètres, des litres d'essence, en estimation de gaz à effet de serre. En fait, c'est pour une histoire de simplification, si vous voulez. Les gaz émis vont bien au-delà du CO2, mais on met tout relativement à un poids carbone pour être capable de comparer les choses et de pouvoir les estimer. Le coefficient multiplicateur, donc ce facteur d'émission, il comprend différentes choses. Il est calculé par l'ADEME ou d'autres grands organismes de ce type-là. Et il comprend ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie d'un produit. Par exemple, si on prend un produit simple, j'utilise des sacs plastiques pour emballer mes produits. Je vais, pour calculer ce coefficient multiplicateur, l'ADEME s'intéresse à tout l'impact environnemental de ce sac plastique, du berceau à la tombe, du moment où on achète les matières premières et là où elles sont récoltées, jusqu'à la fin de vie de ce sac plastique. Et on convertit tout ça en équivalent CO2. La magie du calcul nous permet donc d'obtenir tout sous format CO2. Si on rentre un tout petit peu plus dans le détail de cette mécanique pour bien la comprendre, les gaz à effet de serre sont des constituants gazeux de l'atmosphère. Ils sont soit naturels, soit anthropogéniques, c'est-à-dire provoqués par l'homme. Et ils ont un impact plus ou moins important sur le réchauffement climatique. Il en existe beaucoup, on en garde une liste restreinte, ceux qui ont été établis par le protocole de Kyoto, et c'est ceux que vous voyez à l'écran. Et ensuite, on tient compte de l'ensemble de ces gaz dans la mesure de l'empreinte carbone, mais pour pouvoir remettre tout ça uniquement sur un résultat qui soit en équivalent CO2, on utilise une mécanique qui tient compte de deux choses. C'est le tableau que vous voyez à droite, la durée de vie de ces gaz dans l'atmosphère, mais aussi leur potentiel de réchauffement global, le PRG, c'est-à-dire à quel point ils impactent le réchauffement atmosphérique. Voilà, je ne rentre pas beaucoup plus dans le détail parce que ce n'est pas forcément l'objet du jour, mais c'était que vous compreniez quand même la mécanique et comment on en arrive à ce calcul-là. Pourquoi est-ce qu'on fait une mesure d'empreinte carbone? Il y a un contexte
réglementaire. En France, il est obligatoire pour certaines entreprises de faire leur mesure d'empreinte carbone ou également leur bilan carbone, si c'est plus clair pour vous. Les entreprises concernées sont aujourd'hui celles de plus de 500 salariés ou 250 outre-mer. Sinon, ça concerne aussi certaines collectivités territoriales si elles ont plus de 50 000 habitants. Il faut faire ce bilan carbone sur les scopes 1, 2 et 3, et ça, c'est assez récent, depuis 2023. Avant, on s'intéressait qu'aux scopes 1 et 2, je vais revenir dessus juste après. Il faut faire ça tous les 4 ans pour les entreprises privées, tous les 3 ans pour les collectivités. Il y a un potentiel d'amende si c'est quelque chose qui n'est pas respecté. Sachez aussi que dans le cadre de la CSRD, donc la directive européenne de reporting extra-financier, il est demandé dans ce cadre-là une mesure d'empreinte carbone au format GHG protocole. Il n'est pas explicite le fait de devoir le mettre à jour annuellement. En revanche, comme il faut mesurer les impacts de ces actions d'une année sur l'autre, il est quand même fortement conseillé de le mettre à jour au moins sur les volets plus importants, impactants de votre activité. Deuxième sujet important, la contrainte montante de vos parties prenantes. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas assujetti réglementation, enfin en termes de réglementaire à la mise à jour de votre bilan carbone, malgré tout, vos parties prenantes peuvent faire pression sur vous pour faire ce travail-là, et notamment les banques, qui elles-mêmes sont soumises à leurs propres directives qui les obligent à verdir leur portefeuille. Et dans ce sens-là, elles émettent une certaine pression pour obtenir des financements maintenant, à montrer patte blanche sur les aspects RSE, et notamment les principaux indicateurs qu'ils vont regarder sur le volet environnemental, c'est le bilan carbone et la trajectoire de décarbonation. Vos salariés également, et globalement la société civile en général, peuvent faire une certaine pression à ce que vous développiez une politique RSE. Il y a un sondage mené par Opinionway en septembre 2023 qui dit que 80% des répondants indiquent être très concernés par les valeurs défendues par l'entreprise, dont la RSE, et 69% des salariés montrent que l'importance de la politique RSE de l'entreprise ainsi que son engagement environnemental est fondamentale pour leur choix d'entreprise. Donc, c'est vraiment une pression qui est montante. Enfin, si dans le cadre de votre activité, vous revendez en B2B, peut-être que vous êtes soumis à EcoVadis. Et dans le cadre d'EcoVadis, sur le volet environnemental, les principaux indicateurs suivis sont votre mesure d'empreinte carbone sur les scopes 1, 2, 3, votre trajectoire de décarbonation également, et puis tout votre plan d'action de progression là-dessus. Enfin, le dernier argument, mais qui est peut-être le plus important à mon sens, c'est que le bilan carbone ou la mesure de l'empreinte carbone, c'est quand même la base pour mener une politique RSE qui soit robuste. C'est-à-dire que c'est vraiment à partir de là que vous pouvez mesurer votre impact, comprendre votre impact et derrière mettre en place des actions concrètes, puisque vous avez enfin la RSE, quand on n'a pas encore démarré et ouvert la boîte de Pandore, c'est une grande nébuleuse. C'est un moyen de démystifier et de mettre en place des métriques qui soient concrètes et qui vous permettent d'avancer de manière objectivée. Donc, c'est un outil de diagnostic assez puissant et ça vous permet de mettre en place une planification stratégique ensuite. Les avantages du bilan carbone, c'est et globalement de la mise en place d'une démarche RSE, c'est évidemment de travailler votre image de marque, d'optimiser vos coûts et vos ressources parce que ça va vous contraindre à retravailler la manière dont vous allouez les énergies, vous posez la question de l'usage de certaines choses, de finalement du stockage, des achats de ressources et d'optimiser tout ça. Et puis, ça va favoriser l'engagement de vos salariés. Dernier point sur la méthode, et puis après, on va s'intéresser vraiment à Climatype et comment ça fonctionne. La mesure de l'empreinte carbone, elle se fait sous 3 scopes. Scope 1, c'est votre production, et vraiment l'usage qui est fait pour produire vos services ou vos produits. Scope 2, c'est les énergies. Et là, on tient compte à la fois le transport, mais aussi l'électricité, le fuel, etc. Et Scope 3, c'est les autres émissions. Et c'est là où il y a du recouvrement avec l'amont et l'aval, puisqu'on s'intéresse aux déplacements professionnels, aux déplacements domicile-travail, aux achats de produits et de services, aux frais amont, mais aussi aux frais aval, vos déchets, les investissements que vous pouvez faire, certains ont un poids carbone, et puis la fin de vie de vos produits. Le scope 3, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, ça représente c'est une fourchette assez large, mais entre 70 et 90% des émissions de l'entreprise. Donc, c'est là où on s'aperçoit que du coup, ne pas les mesurer,
ça limite quand même grandement le travail de progression. Et c'est là où, en plus, où il y a le plus de marge de progrès. Et c'est là aussi où il y a un intérêt à aller travailler avec vos parties prenantes tout au long de votre chaîne de valeur. Et c'est là aussi où il y a le plus de valeur finalement dans le Climatype, parce que c'est là où vous allégez la démarche et vous permettre d'accélérer la mesure de ce scope 3. Donc, comment ça se passe concrètement dans le Climatype ? La plateforme, elle va vous permettre de piloter les émissions de gaz à effet de serre de votre organisation. Elle va vous permettre de mesurer, calculer, co-construire votre stratégie bas carbone et votre plan de transition, parce que un bilan carbone, ça permet aussi et surtout ça, de se mettre dans une trajectoire de progrès. Ça va vous permettre du coup de faire vos premiers pas dans une stratégie climat. Là, on rentre dans tout ce qui est acte pas à pas ou SBTI. C'est un peu le step d'après, mais ça vous permet du coup d'avoir une stratégie climat alignée sur les accords de Paris. Et puis, enfin, ça vous permet aussi d'avancer sur votre reporting RSE et tout ce qui est CSRD. Sur la partie de droite, les informations importantes, c'est que la plateforme accepte tout type de fichier en entrée. Ça, c'est un point qui est extrêmement important parce que c'est un des rares outils du marché à le faire, donc je m'arrête quand même dessus. Nous, on travaille avec pas mal d'outils et il y a peu d'outils qui aujourd'hui offrent cette possibilité-là, c'est-à-dire que vous avez un fichier brut en sortie de votre ERP, de votre PM, de votre TL, de votre système, de vos systèmes divers, et vous allez pouvoir les rentrer sans les modifier en version brute dans Climatype, et on va apprendre à Climatype à lire les données au bon endroit dans ces fichiers. Et ça, c'est important dans la démarche d'industrialisation parce que les années suivantes, du coup, vous avez juste à exporter ces fichiers. Si leur format n'est pas évolué, au moins sur les données qui nous intéressent, alors la lecture se fera automatiquement et vous n'avez rien de plus à faire. Ça, c'est la mise en place de ce qu'on appelle les règles de collecte. L'autre sujet important, c'est que la méthode bilan carbone, c'est une méthode qui est très experte. Vous voyez bien depuis le début, j'essaie de vulgariser, mais malgré tout, il y a quand même pas mal de terminologies qui sont un peu compliquées. Données, émissions fugitives, allocarbures de Kyoto et j'en passe et des meilleurs. Un des avantages de Climatype, c'est de permettre de simplifier tout ça et notamment dans les nominations. Vous pouvez travailler, ce qui nous intéresse au final, c'est de travailler sur un camembert, peut-être que vous le voyez à l'écran, avec des dénominations qui vous parlent. Et donc, tout ça, c'est paramétrable à un niveau très fin, ce qui vous permet du coup de pouvoir travailler avec vos équipes après sur ces données-là et d'en faire vraiment quelque chose d'exploitable. Troisième chose qui est aussi importante, c'est qu'au fur et à mesure, chaque étape de la démarche, vous pouvez prendre des notes qui seront reportées directement quand vous allez créer votre bilan carbone de l'année suivante. Et donc, toutes les questions que vous êtes posées, toutes les hypothèses que vous avez prises, toutes les sources que vous avez utilisées, etc., 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 tout ça, vous allez pouvoir le consigner au fur et à mesure dans la plateforme. Et donc, l'année prochaine, on ne repose pas les mêmes questions et on ne se refait pas des nœuds au cerveau sur les mêmes sujets. On repart de ce qui a été fait l'année précédente et on gagne du temps. Si vous avez des parties prenantes qui vous demandent un export de votre bilan carbone dans un format différent de celui sur lequel vous avez travaillé, pas de problème. Et puis c'est la même chose, c'est ce que je vous disais pour la CSRD, pas de problème. Vous pouvez faire des exports dans plein de formats à partir des données saisies. Et également, au-delà de vous accompagner sur le pilotage des émissions de l'organisation, on vous accompagne aussi sur l'autonomisation. Et ça, c'est le deuxième vraiment facteur très important sur la méthode Climatype, c'est que on n'est pas là pour faire à votre place. Nous, consultants, on est là pour vous apprendre à faire. Ce qui fait que l'année prochaine, vous n'avez pas besoin de nous. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment, on n'est pas là juste pour faire une demi-journée de formation prise en main et puis on disparaît et on espère que vous avez à peu près suivi les étapes. On est là pour vous apprendre à faire tout au long du projet. Et ça, c'est vraiment un différenciant fort. Et puis, dans les autres infos importantes, Climatype est conforme à la réglementation RGPD et les données sont hébergées chez OVH en France. Comment ça se passe un projet avec Climatype ? Ça se passe avec une phase de lancement, qui est la phase où on détermine l'équipe projet, on se donne les objectifs, on cale le périmètre, on cale la méthode, et puis on cale le planning. Tout ça, ça se fait sur une réunion d'1 heure avec une équipe projet restreinte. Puis, on passe en phase de cadrage. Et là, c'est la phase un peu structurante du projet. On reviendra dessus juste après, on va l'expliciter. C'est là où on détermine les postes d'émission et les sources de données associées. S'ensuit la phase de collecte. Et c'est là où le travail pour vous commence, vraiment, parce que c'est là où on va vous solliciter pour aller sortir des exports de l'ensemble des sources de collecte qu'on a listées.
les injecter dans Climatype, qui vont du coup, qui vont permettre d'apprendre à l'outil à lire dans le fichier où aller chercher la donnée au bon endroit. Et enfin, ensuite, donc toute cette étape-là, vous n'êtes pas abandonné. Il y a des réunions hebdomadaires d'une demi-heure pour se donner les objectifs de la semaine, vous débloquer sur les points où vous avez des questions et puis se redonner les autres objectifs pour la semaine. Donc, on vous accompagne tout au long de cette démarche-là. Et enfin, il y a une phase de vérification où là, on reprend tout ce que vous avez chargé, on fait des analyses pour vérifier que tout est bien cohérent, qu'il n'y a pas eu de problème d'unité, parce que c'est un des sujets du bilan carbone. Et le choix du facteur d'émission également, qui peut poser souvent question, etc., etc. Enfin, une fois que tout ça c'est validé, on consacre les 2 derniers mois à tout ce qui est plan de transition, où là, on va créer une trajectoire bas carbone, identifier les grandes actions de réduction à engager avec vos fournisseurs, notamment, et vos partenaires, mais aussi sur le volet fret souvent. On va mettre en place un brainstorming d'idées. On peut aussi vous sensibiliser avec des fresques du climat pour ceux qui le souhaitent. Voilà, il faut compter entre 4 et 8 jours de travail pour le chef de projet sur les 6 mois. Et puis, il y a aussi une demi-journée en plus de formation climatique. La formation se fait en autonomie grâce à toute une série de vidéos qui existent sur la plateforme et qui sont accessibles à l'ensemble des membres du projet au fil de leur disponibilité. Et vous pouvez les reprendre l'année suivante, etc., etc. Le troisième sujet très fort qui démarque Climatype, c'est donc la fameuse méthodologie comptabilité carbone analytique dont parlait Lotte tout à l'heure. L'objectif, c'est d'utiliser vos plans comptables et votre comptabilité analytique pour structurer le bilan carbone. Et pourquoi on fait ça? Quand on fait un bilan carbone de manière assez classique, on se réunit autour de la table, on fait un brainstorming et les membres de l'équipe projet identifient les postes d'émission. On fait un inventaire. Le problème d'un inventaire, c'est qu'on a un certain nombre de sujets auxquels on pense spontanément et un certain nombre de sujets auxquels on pense un peu moins spontanément et que du coup, on va oublier. Par exemple, les honoraires bancaires, la publicité, les assurances, souvent le stockage de données, l'impact du numérique, on n'y pense pas toujours, les emballages, le fret interne, etc., etc. C'est pourquoi Climatype a développé du coup cette fameuse méthode comptabilité carbone analytique qui va permettre d'être absolument exhaustif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on reprend votre plan comptable sur les classes 2 et 6, immobilisation et achat, on analyse tout ça, on fait le tri, on regarde avec votre responsable administratif et financier ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Et comme ça, on est sûr qu'on est exhaustif. Puis en plus, la méthode vous propose directement dans le fichier de bien penser à rajouter la fin de vie des produits, etc., etc. Comme ça, on est vraiment sûr qu'on est 100% exhaustif, qu'on est précis, qu'on a un référentiel et un vocabulaire qui correspond à ce que vous utilisez en interne et que donc vous allez vous approprier rapidement. Les données. Alors, il y a différentes sources de données, évidemment, pour collecter votre bilan carbone. Il y a 2 types de données. Il y a les données financières, c'est-à-dire tout ce qui va sortir en euros. Ça, pour les achats de services, par exemple, c'est inévitable. En revanche, pour tout le reste, on va passer autant que possible sur des données physiques brutes, c'est-à-dire des tonnes, des kilogrammes, des litres, des kilomètres, etc., etc. Plus on arrive sur de la donnée brute, plus on va être précis, et plus le bilan carbone va se retrouver précis dans le calcul, mais aussi amoindri, parce que le fait de prendre un facteur d'émission global, souvent ça grève le bilan carbone, puisqu'on mesure des choux et des carottes ensemble. Et enfin, le troisième sujet, c'est que plus on est précis, et plus la trajectoire de décarbonation va pouvoir mesurer vos impacts. Je vous donne un exemple. Si par manque de données, de temps, etc., vous n'avez pas pris en compte, je vous dis n'importe quoi, l'amortissement des véhicules, si par exemple dans votre trajectoire de décarbonation, vous choisissez d'actionner le levier électrification de votre flotte, vous ne pourrez pas du coup calculer l'ensemble des impacts, puisque quand vous allez vouloir calculer l'impact de votre électrification de flotte, vous allez tenir compte de l'amortissement des véhicules électriques, évidemment, du changement de facteur d'émission au kilomètre. Et donc, si vous n'avez pas tenu compte initialement de l'amortissement de vos anciens véhicules ou du facteur d'émission au kilomètre sur vos précédents véhicules, alors vous ne serez pas capable de calculer l'impact, évidemment. Donc, plus on est précis, mieux on peut ensuite travailler et progresser. La précision, elle se fait au fil du temps, c'est-à-dire que la première année, on fait tout ce qu'on peut à un instant T en fonction du délai qu'on s'est donné, et puis tous les ans, on essaie de progresser un peu. Voilà pour ça. Est-ce qu'il y a des questions?
Oui. En plus de l'interfaçage, existe-t-il un portail pour permettre à des sous-traitants fournisseurs de saisir leur conso? Alors, dans Climatype, en effet, c'est possible. En fait, il faut savoir que Climatype est découpé en tâches élémentaires. Donc, s'il y a une tâche qui concerne un fournisseur, c'est tout à fait possible de lui transmettre la demande, par exemple, pour remplir un formulaire. Après, comme Delphine l'a bien expliqué, ce qu'on favorise quand même dans Climatype, c'est l'intégration de données brutes, qui sont souvent des Excel, etc. Et des Excel de données brutes nécessitent souvent quand même une explication un peu plus poussée des données qui s'y trouvent. Donc, le plus simple, souvent, et ce que nous favorisons, c'est plutôt de demander des données brutes directement au plus gros fournisseur, et ces données-là seront ensuite directement intégrées dans l'outil. Ainsi, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus précis, puisque si vous demandez tout simplement à des fournisseurs de remplir leurs données, vous allez obtenir une donnée consolidée qui perdra toute la granularité potentielle que vous auriez pu avoir si vous aviez tout simplement demandé des données brutes. Mais en tout cas, c'est aussi possible. C'est juste que c'est pas ce que nous favorisons. En tout cas, dans Climatype, c'est accompagner la façon dont on intègre les données fournisseurs également. Merci. Là, vous réfléchissez très grand groupe. Nous, on travaille voilà, avec des artisans. Il y a beaucoup d'entreprises, que ce soit routier, fluvial, sur notre domaine. Voilà, envoyer un tableau Excel, c'est même pas possible. En fait, là, vous pensez, eux ont un système ERP, ils vous extraient des données de l'ERP, ils vous les transmettent. On va dire, dans la vraie vie, à part de travailler qu'avec des grands groupes, ça n'existe pas, en fait. Non, tout à fait. Climatype est un outil très puissant mais qui s'adapte à tout type d'organisation, en fait. Donc, à travers le paramétrage de la première année, on adapte l'outil à l'organisation, à son secteur, au type aussi de parties prenantes qui se trouvent dans son secteur. Et du coup, il est tout à fait possible, comme je disais, du coup, d'intégrer en effet des données consolidées à travers potentiellement quelque chose de plus simple, des formulaires, etc., qui seraient tout à fait adaptés, par exemple, à des artisans pour récupérer des données consolidées. Je vous explique juste en fait la donnée idéale qui vous donnera le meilleur aperçu. Et surtout, comme le disait Delphine, il y a un travail d'amélioration continue, c'est-à-dire qu'en effet, potentiellement, la première année, vous avez des données consolidées. Et à travers vous, votre propre montée en compétences et en maturité sur le sujet, vous pourrez aussi accompagner votre chaîne de valeur dans cette direction-là. Et il faut savoir que Climatype s'adapte, c'est-à-dire que chaque année, si vous souhaitez apporter des améliorations à votre propre calcul et la façon dont vous intégrez les éléments de vos fournisseurs, par exemple, c'est tout à fait possible. Merci. Et d'ailleurs, on va parler de cette évolution avec Charlotte aussi, donc ça fait une bonne transition. Bon. Ok, on va du coup passer en effet au retour d'expérience de la part de Charlotte, du coup responsable RSE du groupe Arnal Réseau Ténère, qui a réalisé son bilan carbone sur 2 années consécutives déjà sur Climatype et qui enchaîne bientôt la 3e. Sur 3 petites questions, du coup, on va écouter son témoignage. La première question, du coup, Charlotte, étant pourquoi avoir engagé donc l'industrialisation du bilan carbone sur le groupe Arnal Réseau Ténère? Donc, bonjour à tous. Pour répondre à cette question, je vais commencer par vous présenter le groupe Arnal Réseau Ténère. Donc, on est une société familiale, on en est à la 3e génération de dirigeants. Et le groupe a été créé en 1947. C'est le groupe Arnal, spécialisé dans le dépôt et la manutention de conteneurs maritimes. Donc, en gros, quand vous avez un navire chargé de conteneurs qui débarque en France, probablement que les conteneurs vont passer dans nos dépôts où ils sont stockés, lavés et réparés avant d'être rendus aux grandes compagnies maritimes. Donc là, on fait partie du secteur de la métallurgie. On a 70 ans d'expérience dans ce secteur. Et au début des années 2010, le dirigeant actuel a eu l'idée donc d'utiliser ses compétences autour du conteneur maritime d'Arnal pour créer la société Réseau Ténère, qui est en fait exploitant d'immeubles créés par Arnal, entièrement en conteneur maritime et transformés en garde-meubles. Sur Arnal, on a 17 sites présents dans la majorité des ports de France. Et sur Réseau Ténère, avec le garde-meuble, on va être sur 70 sites. Et puis à la fin de l'année 2023, on a commencé à avoir un joli portefeuille d'actifs immobiliers avec notre activité Réseau Ténère. Et du coup, on commençait à avoir des milliers de mètres carrés de surface de toiture complètement pleine. Et donc, on a créé la société Rêve pour énergie renouvelable, où on est venu équiper nos toitures de panneaux photovoltaïques. On est devenu producteur d'énergie solaire qu'on revend au réseau. Donc, vous voyez qu'on a vraiment 3 métiers complètement différents. Donc ça, c'est cette variété de métiers au sein de notre groupe.
c'était pour nous une des premières raisons qui ont fait qu'on a voulu industrialiser notre bilan carbone. Parce qu'on avait une structure complexe, presque 90 sites. 90 sites aujourd'hui, début 2025, probablement 20 de plus à la fin de l'année. On a un énorme portefeuille de fournisseurs actifs. On avait plus de 2700 fournisseurs actifs l'année passée. Si on rajoute sur ça notre forte croissance, on avait besoin d'aller vers une solution qui serait résiliente dans le temps pour pas transformer en fait la réalisation de notre bilan carbone en une usine à gaz parce qu'on devient trop gros, qu'on grossit trop vite. Donc là encore, on s'est tourné vers ce côté industrialisé de Climatype. Notre dernière motivation, ça a été celle de notre engagement RSE. On est un groupe, donc je l'ai dit, 3 générations de dirigeants. La RSE est pas née dans les années 2020, mais bien avant, sauf qu'elle n'était pas en fait identifiée et labellisée comme telle. Par exemple, le côté social est très prononcé chez Arnal. On a des personnes qui ont déjà connu 2 générations de dirigeants. On a un très faible turnover. On va avoir aussi, par exemple, un très fort taux de promotion interne, autour des 95%, de responsables ont commencé à d'autres postes. On a l'aspect un peu plus environnement chez Réseau Ténère, où si vous êtes peut-être déjà passé devant un de nos sites de self-stockage sans savoir que c'était du self-stockage, parce que notre marque de fabrique, c'est des murs végétaux, en fait, des jardinières qu'on a transformés en murs végétalisés de l'extérieur. Vous ne soupçonnez pas qu'il y a des box en acier de l'autre côté. Et on a aussi un comité de direction impliqué qui a à cœur de s'engager sur la voie du développement durable et qui a décidé en 2023 de réaliser le premier bilan carbone du groupe de manière volontaire, puisqu'on n'atteint pas les critères qu'a cité Delphine tout à l'heure, à savoir on a moins de 500 collaborateurs et on a une entreprise privée. Et donc pour notre premier bilan carbone, on a choisi Arnal, donc une entreprise qui est dans le secteur de la métallurgie, en se disant que c'est là où on aurait certainement le plus gros impact carbone. Et on voulait l'évaluer parce que on se rendait bien compte qu'on pêchait niveau carbone. On n'avait rien mis en place sur ce volet-là. Cette démarche a été donc volontaire et dès le début, il y a eu une volonté aussi forte du comité de direction de la rendre annuelle. Et donc ce côté récurrent, c'était vraiment le dernier critère qui a fait qu'il fallait une solution industrialisée sur laquelle on allait investir du temps probablement la première année, mais on allait en gagner les années suivantes parce que, en gros, le robot serait paramétré. Merci Charlotte. En effet, du coup, le bilan carbone industrialisé, comme l'a mentionné Charlotte, ça permet vraiment du coup de produire dans un temps limité un bilan carbone, notamment lorsqu'on est soumis par exemple aux obligations réglementaires comme la CSRD. Ça permet aussi donc de visualiser et de piloter de façon, à des niveaux et des périmètres internes de responsabilité différents, comme par exemple au niveau de différentes entités, comme dans le cas d'Arnal Réseau Ténère où il y a plusieurs entités qui ont réalisé leur bilan carbone. Et finalement, et on en reparlera, ça permet aussi de vraiment limiter le budget qui est alloué à la partie calcul en internalisant les compétences, dont Charlotte va vous parler un peu plus tard, et aussi permettant aussi de focaliser le temps et l'énergie, et du coup aussi le budget à la transition, qui est ensuite engagée à partir des éléments déterminés lors du calcul. Oui, c'est vrai. Donc, comme tu l'as mentionné, Lotte, au début, on a réalisé le bilan carbone sur une société, puis l'année suivante, en fait, on l'a réalisé sur toutes les sociétés du groupe et on a également produit un bilan carbone consolidé, qui est un exercice qui a été rendu très facile grâce à Climatype. En gros, le travail de chargement de la donnée, donc c'est là-dessus qu'on va se baser pour calculer les émissions de CO2 équivalent, qui est fait à partir de fichiers bruts. Peut-être pour rebondir sur la question d'Antoine, on travaille aussi dans nos 2700 fournisseurs. On a aussi des petits fournisseurs qui nous ont envoyé des données, parfois écrites à la main sur un bout de papier scanné. On a été capable de paramétrer l'outil, voilà, avec les types de données présentes dans leurs fichiers, pour faire en sorte que les années suivantes, la structure soit déjà là et qu'on ait juste à réécrire un chiffre brut. On peut se dire aussi, quand on entend industrialisation de l'outil, qu'on va devoir libérer du temps aux développeurs si on en a dans l'entreprise ou à l'équipe IT, ou peut-être qu'on aura besoin de se former sur l'informatique. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est un outil qui est accessible à tous, qui marche sur une logique de no-code.
Donc, on n'a pas besoin de savoir coder pour l'utiliser. C'est aussi simple que de dire à l'outil, dans la colonne A, j'ai la liste de mes sites, dans la colonne B, j'ai le poids de mes articles et dans la colonne C, le chiffre d'affaires, par exemple. Et l'outil, une fois qu'on lui a dit ça, comment lire le fichier, il fait les calculs tout seul. Donc, c'est vraiment accessible à tous. Il n'y a pas de barrière de compétences à l'entrée. Comme on charge directement les données des fournisseurs pour la partie entrante ou alors les données qu'on a extraites de son ERP, on a tout à l'intérieur de l'outil. Donc, les bases de données, mais aussi les calculs, la manière dont on les a paramétrés. On va avoir les facteurs d'émission de l'ADEME. Et donc, ça permet, si jamais vous en avez ou que vous devez faire auditer votre bilan carbone, ça permet de simplifier considérablement le travail d'audit. Ça, c'est hyper important parce que souvent, quand vous faites auditer certaines de vos données, ben déjà, vous portez le coût financier de l'audit. Et donc, allez voir vos auditeurs en leur disant, ben, nous, c'est simple, on a cet outil, la donnée est tracée comme ça. De leur point de vue, voilà, ils s'engagent sur une mission de X jours qui aurait pu être bien plus si, en fait, vous leur présentez un bilan carbone fait de manière beaucoup plus manuelle, avec des sources de données complètement éparpillées et des formules à aller revérifier. Donc, vous maîtrisez, entre guillemets, vos coûts par le temps que vous y passez, par l'audit, et vous gagnez en flexibilité parce que comme vous avez rentré votre donnée, vous avez aussi accès à la modification des données. Donc, par exemple, nous, en année 2, on s'est rendu compte qu'on aurait pu être plus précis sur le fret. On est venu changer et corriger le bilan carbone de l'année 1 pour y apporter plus de précision et se remettre à isopérimètre avec ce qu'on était capable de livrer l'année 2. Donc, au fur et à mesure que votre groupe, votre société va gagner en maturité, vous allez pouvoir, de manière rétroactive, affiner aussi votre bilan carbone. Ça a été le cas aussi chez nous sur la structure analytique des sociétés. En 2021, on a fusionné 11 sociétés pour créer le groupe Arnal. Donc, c'était 11 comptabilités différentes avec des ERP différents. Quand on a réalisé notre premier bilan carbone sur l'exercice 2022, notre ERP n'était pas encore 100% chargé. Ce qui fait que l'année suivante, sur l'exercice 2023, on a pu créer de nouveaux axes analytiques et par exemple attribuer des émissions carbone spécifiques à chaque site ou bien à chaque métier, parce qu'on a le métier chez nous de réparation de conteneurs, mais de promoteur immobilier avec la création des bâtiments de garde-meubles et ainsi de suite. Pour moi, voilà, là, je résume l'avantage en fait d'avoir la main sur l'outil, c'est que vous pouvez y revenir quand vous voulez et vous pouvez, j'ai peut-être pas précisé, mais aussi le faire à votre rythme. C'est que toutes les sociétés ne clôturent pas leurs comptes aux mêmes échéances. Il y a toute une partie probablement qu'on n'arrive pas à avoir de manière physique, hein, même si c'est l'idéal, c'est plutôt d'avoir des litres de peinture consommés plutôt qu'un chiffre d'affaires de peinture acheté. Et voilà, et si au fur et à mesure du temps, votre fournisseur tarde à vous donner cette data, c'est totalement possible en fait d'avancer sur le reste et de revenir à votre rythme sur cette donnée, venir rentrer des quantités physiques qui vous permettent d'avoir un bilan carbone beaucoup plus réel. Merci Charlotte. Et en effet, cette montée en compétence sur l'outil ou même sur la méthodologie, il n'est pas instantané non plus. Donc, vous avez les formations, comme Delphine vous l'a expliqué au début. Et également, tout au long du premier projet, en fait, on vous accompagne sur cette montée en compétence pour que vous ayez tous les outils, toutes les clés en main à la fin, pour justement pouvoir réaliser votre bilan carbone, adapter celui de l'année précédente si vous avez des précisions à apporter, etc. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a environ 80% des utilisateurs de Climatip qui, en deuxième année, mettent à jour leur bilan carbone en toute autonomie ou ont besoin d'un tout petit peu d'accompagnement sur des questions méthodologiques. Mais la plupart des personnes sont vraiment autonomes et commencent à piloter leur trajectoire et leur calcul de façon tout à fait indépendante. Pour passer à la dernière question, pour Charlotte, du coup, ce serait surtout sur quoi ça aboutit en fait cette mise en place de pilotage carbone et qu'est-ce qui a été mis en place au sein du groupe? Alors nous, la réalisation du premier bilan carbone, ça a été un détonateur énorme. Ça a entraîné beaucoup de changements en interne. Alors déjà, de manière assez naturelle, chez nous, le sujet de l'impact environnemental a tout de suite été porté au plus haut niveau parce que notre sponsor, du coup, c'est la directrice générale adjointe du groupe.
qui a embarqué tout le CODIR en fait dans le sujet, qui nous a permis d'établir un plan de transition engagé qu'on a pu refaire descendre sur chacune des directions de l'entreprise. Quand j'ai piloté le premier bilan carbone, j'étais au département des achats. Souvent, on peut se dire aussi dans les structures plus petites, mais qui porte le bilan carbone? En fait, qui va le piloter? C'est pas évident. Toutes les structures n'ont pas de département RSE. C'était notre cas. Et en étant aux achats, par exemple, j'avais dans mon portefeuille d'achat l'énergie, l'électricité, l'eau, le gaz. Et donc, c'est ce côté énergie qui a fait qu'on m'a identifié sur le bilan carbone. Les conséquences pour nous en interne ont été telles. Le plan de transition a été tellement impactant pour toutes les directions qu'on a décidé en début de cette année, début 2025, donc de créer carrément un département RSE. Et donc, j'ai transitionné du département des achats vers celui-ci. Pour que ça vous parle peut-être un peu plus, je vais vous donner quelques exemples des actions qui ont été mises en place chez nous. Nous, quand on a donc ce qu'on a réalisé avec les résultats du bilan carbone, c'était que la majorité de nos émissions venaient de l'acier pour les conteneurs, mais aussi l'acier pour assembler nos immeubles. Et donc, on a créé une politique d'achat responsable autour de l'acier recyclé, la nature de l'acier, mais aussi où est-ce qu'on allait acheter l'acier. On a enchaîné sur le GNR, le carburant. Donc, pour déplacer un conteneur, il faut des énormes engins de chantier qui consomment des quantités astronomiques de GNR. Donc, c'est du gasoil non routier, hein. C'est l'équivalent de 10 litres par heure. Et donc, on a pris la décision, lorsqu'on a établi notre plan de transition, de convertir, par exemple, 30% de toutes nos cuves de gasoil non routier sur nos dépôts par du biocarburant. Et puis, on s'est dit aussi, maintenant, on a le parc de ces engins-là qui est immobilisé dans notre compta, mais qui nous coûte quand même du carbone. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va électrifier 15% de ces engins. Et en ça, on est devenu partenaire de nos fournisseurs et on a créé et on est en train de tester pour 2 de nos gros fournisseurs d'engins des prototypes 100% électriques. Et puis, on a pensé au dernier kilomètre. Comment faire en sorte de se séparer des châssis, en fait, des camions, du fret routier pour venir jusqu'à nos dépôts, le plus souvent depuis les ports. Et donc là, on est parti sur la piste du multimodal, de l'embranchement avec le fer. Et une fois qu'on avait tout un panel de solutions, grâce à l'outil Climatype, on a aussi pu se poser les questions de si j'ai un certain budget pour décarboner mon activité, quel sera l'impact de 1 euro investi dans 1 litre de biocarburant au niveau CO2 équivalent évité, plutôt que 1 euro investi pour l'achat d'un engin électrique. Et on en est venu à faire finalement un plan de transition très financier en partenariat du coup avec le DAF qui permettait à l'entreprise de se projeter sur une trajectoire de décarbonation. Du coup, une fois qu'on a eu découlé tous ces objectifs, on les a fait redescendre à toutes les directions pour être sûr que tout le monde s'engage. Et j'ai envie de dire, d'un point de vue externe, ça a aussi été bénéfique parce que comme je vous l'ai dit en introduction pour la présentation de la société, on est une entreprise qui connaît une forte croissance. En général, pour accompagner une forte croissance, on a besoin de partenaires bancaires. Et de plus en plus, ce qu'on a vu, nous, c'était des partenaires bancaires qui souhaitaient nous accompagner, mais qui souvent mettaient des conditions sur leurs prêts pour l'atteinte d'objectifs RSE. Enfin, celui qu'on retrouvait le plus, c'était la réalisation d'un bilan carbone et par exemple la tenue d'une trajectoire de décarbonation sur son scope 1 et 2 en absolu ou en intensité sur le scope 3. Quand on est regardé comme ça de l'extérieur, donc que ce soit des partenaires bancaires, mais on le voit aussi, hein, la CRD va amener beaucoup de regards des parties prenantes de votre chaîne de valeur. C'est utile pour nous d'avoir un outil qui nous permette facilement de sortir le bilan carbone sous différents formats. Donc, je sais que Delphine et Lotte en ont parlé. Nous, en 2 clics, on peut sortir un bilan carbone au format GHG ou au format BGS. J'avoue que c'était très confortable par rapport aux demandes extérieures. Merci Charlotte. Je pense que l'engagement fort du groupe qui a été créé à travers ce bilan carbone a vraiment bénéficié du coup de tout ce premier accompagnement qui n'a fait que mettre un peu l'étincelle pour que la RSE décolle au sein du groupe.
Et du coup, pour rapidement conclure, avant de repasser la main à Delphine, pour accomplir tout ça au sein d'une organisation, aussi bien sûr l'engagement déjà de Charlotte sur le projet, qui a vraiment pris à cœur du coup les 3 grands éléments, donc s'approprier l'outil, monter en compétence sur la technique de l'outil en lui-même, à travers les formations, etc. De s'approprier aussi la méthode de la comptabilité carbone analytique, qui a été très adaptée notamment pour ce groupe avec consolidation. Et puis, tout l'engagement sur l'accompagnement et le process de mise en place et de l'internalisation des compétences qui a été du coup accompli et qui maintenant permet à Charlotte de mettre à jour le bilan carbone, les différents plutôt bilans carbone du groupe en autonomie. Et cet accompagnement, du coup, il a été réalisé sur Arnal Réseau Teneur par nous au sein de Climatip, mais il est aussi réalisé par des consultants partenaires, comme par exemple Delphine, qui va du coup vous expliquer un peu plus comment cet accompagnement se déroule. Alors, chez Next Decision, il y a différents types d'accompagnement. Comme vous disiez tout à l'heure, on accompagne à la fois sur le volet métier RSE, mais aussi sur la partie outillage. Donc, on travaille sur la CSRD avec qu'est-ce qu'on met dans le rapport, analyse de double matérialité et accompagnement sur un outillage ou pas, mesure de l'empreinte carbone et feuille de route de décarbonation, aide au choix d'un système d'information RSE pour ceux qui partent de là, mise en place d'une stratégie RSE pour structurer une vision à partir de la stratégie d'entreprise et en décliner une stratégie RSE, se projeter sur une vision du comité de direction sur la place de l'entreprise dans les quelques années à venir. Et puis la mise en conformité sur la réglementation contre la déforestation, le UDR ou la RDUE. Voilà, donc ce qu'il faut retenir globalement de ce webinaire, c'est que ce partenariat il tourne depuis plusieurs mois et nous, on l'apprécie principalement sur la méthode, donc cette fameuse comptabilité carbone analytique. Je pense que là on a bien appuyé, vous avez certainement bien retenu la philosophie de l'outil même et du type d'accompagnement qui vise à vous rendre autonome et vous faire monter en compétence sur le volet carbone qui vous permettra ensuite de progresser. La polyvalence de l'outil, puisqu'il va vous permettre de travailler à la fois sur la mesure d'empreinte carbone, la trajectoire de décarbonation, mais aussi ensuite tout ce qui est CSRD. Et il y a d'autres fonctionnalités intéressantes prévues dans la roadmap de l'éditeur pour 2025-26. L'autre sujet important, et qui est quand même pas neutre dans le choix d'un outil, c'est le rapport qualité-prix. C'est difficile d'avoir un meilleur rapport qualité-prix parmi les outils que l'on trouve. Et en ça, Climatip gagne vraiment à être mis en valeur et être connu. Et puis enfin, on a la chance d'avoir une bonne proximité avec l'éditeur. C'est vraiment une petite entreprise qui a à taille humaine et avec une bonne qualité des échanges qui permet de pouvoir trouver des solutions à toutes les difficultés rencontrées dans les contextes des différentes entreprises et comment on peut adapter l'outil à ça. Globalement, sur la mission bilan carbone et trajectoire de décarbonation, on est sur une mission de 10 jours, la mission qu'on vous a présentée au tout début, et sur un budget d'accompagnement d'environ 9 000 €. Voilà pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez poser? Comment le plan de transition, les objectifs sont intégrés dans Climatip, suivi, pilotage? De même, est-ce que l'outil intègre des recommandations, par exemple simulation? Donc, en effet, une fois que la partie calcul a été réalisée dans Climatip, on peut aussi définir des objectifs. Ces objectifs-là, c'est vraiment comme des points de passage, c'est-à-dire que vous pouvez adapter la trajectoire telle que vous le souhaitez, que ce soit par exemple une trajectoire SBT, SNBC, donc stratégie nationale bas carbone, etc., ou des objectifs spécifiques déterminés par votre organisation. Et ensuite, à travers la quantification d'actions au sein de Climatip, vous allez pouvoir tracer la trajectoire simulée de cet engagement-là et aussi, du coup, venir piloter un peu cette ambition, voir à quel point vous devez être ambitieux ou pas pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Une fois que vous avez déterminé du coup cette trajectoire qui prend notamment aussi en compte la croissance, puisque la plupart des organisations sont quand même en croissance et ce qui impacte aussi votre bilan carbone futur, vous allez pouvoir justement piloter ces actions-là directement à travers l'outil avec des indicateurs directement sur le carbone, mais aussi des indicateurs autres qui sont moins quantifiables, comme par exemple la sensibilisation des collaborateurs, etc. Tout ça, en fait, est vraiment disponible dans un volet de Climatip qui vous permet de suivre l'ensemble de ces tâches. Niveau recommandation directement de l'outil,
Il existe une banque d'actions que nous pouvons mettre à disposition, mais nous, on préfère quand même toujours vous donner la parole en premier, puisque nous sommes peut-être des experts carbone, mais nous ne sommes pas des experts de votre secteur. Et c'est vous qui avez les clés, en fait, de savoir directement comment sur votre activité, votre chaîne de valeur, vous pouvez agir. En tout cas, on vous aidera à réfléchir, vous poser les bonnes questions et vous aider à détailler les actions pour qu'elles soient le plus opérationnelles possible. Et ensuite, la simulation elle-même des différentes actions, elle est directement intégrée dans Climatip et elle est aussi semi-automatique, c'est-à-dire qu'elle se base sur les résultats de votre bilan carbone. Donc, comme le disait Delphine, je pense au début, plus vous êtes précis sur le calcul, plus vous allez pouvoir quantifier de façon précise aussi vos actions et voir l'impact de ces actions sur votre trajectoire future. Merci à tous de votre participation. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers nous, on est à disposition. Je vous souhaite une excellente journée.